particulier notre séjour à Port-Gentil. Sur la campagne électorale, nous sommes engagés à porter le message de la rupture avec l'ordre ancien. Cet ordre ancien, il est manifeste dans les institutions. Nous avons indiqué qu'une fois élus, nous allons remettre en cause la constitution qui a été adoptée par référendum en novembre 2024. Non pas que nous ne respections pas le choix du peuple, mais parce que ce choix du peuple est contesté. Et ce choix du peuple s'est manifesté par une abstention qui était le vrai vainqueur de cette élection. L'abstention étant proche du non, nous considérons que cette constitution n'a pas été adoptée dans les formes requises, d'une part. D'autre part, nous pensons que la réforme qui a été menée met entre les mains d'un seul homme tous les pouvoirs sans aucune séparation. Et ça s'est vu dans cette campagne électorale, dans un projet politique présenté à la première personne du singulier. Je et je. Cela montre clairement l'indication de l'orientation qui est prise aujourd'hui par les nouvelles autorités. Si cette élection, au terme du scrutin, les fraudes sont observées, et si malgré tout, ils arrivaient à s'imposer, ce qui attend le Gabon, c'est trois choses fondamentales. La première chose, c'est une chape de plomb qui est manifeste aujourd'hui par la peur qu'on fait peser sur le pays. La peur de la répression, la peur de s'exprimer librement, mais aussi la peur de contester. La seconde chose, c'est une crise économique majeure. Les nouvelles autorités empruntent sans compter, sans orientation précise, et empruntent auprès de fonds autour. Nous le disons, nous en avons des éléments. La troisième chose, c'est qu'ils seront obligés de se tourner vers le FMI, notamment pour mettre en place un plan de rigueur, un plan d'austérité. Notre option à nous est de sortir le pays par le haut. C'est pour cela que toute cette campagne, nous la menons pour indiquer aux Gabonais la voie à suivre dans le cas d'agriculture que nous prenons. Quelques éléments clés de ce que nous prenons. Premièrement, je l'ai dit, les réformes institutionnelles. Deuxièmement, les réformes économiques pour dynamiser le pays, le libéraliser totalement et ouvrir des champs de possibles pour l'entreprise. La troisième chose, la réforme du système de santé. Nous sommes à Port-Gentil et ce que me disent les populations de Port-Gentil, c'est qu'il n'y a qu'une seule pharmacie aujourd'hui qui prend la PMGS et qui ne sert que 70 personnes par jour. C'est un scandale. C'est un scandale. Nous allons réformer cela sur trois orientations. La première, que l'État paye ce qui est dû à la PMGS. La seconde orientation, c'est que les pétroliers paient également leur part à la PMGS. C'est 200 milliards de francs que nous ne recouvrons pas parce que les pétroliers ne payent pas. La troisième chose, le plan d'immatriculation, de sorte qu'il y ait plus de Gabonais qui accèdent aux soins de santé grâce à la PMGS. Cela nécessite également de réformer la PMGS elle-même, dans son organisation, dans sa gestion, pour plus de transparence. Nous parlons également de la réforme du système d'éducation et de formation. Notre système éducatif de formation produit des chômeurs parce qu'on ne forme pas dans les secteurs, comme c'est connu déjà, qui sont producteurs d'emplois. Et ensuite, la question du vivre ensemble. Il y a quelques semaines, Port-Gentil a connu des épisodes où ce vivre ensemble a été lourdement menacé par les discours publics et populistes. Nous allons travailler pour rappeler aux Irlandais que le Gabon est un et indivisible et que tous ses fils et ses filles sont partout au Gabon, chez eux. Sur les questions sociales, le cœur de notre engagement est d'amener l'État gabonais, sous ma présidence, à soutenir davantage les couches sociales les plus défavorisées. Nous sommes à Port-Gentil, une ville quasi sinistrée, avec un chômage de masse. Port-Gentil aujourd'hui, c'est un peu l'illusion d'une ville pétrolière, mais qu'il est resté que le nom, lorsqu'on regarde son état. Nous devons tout faire pour réinvestir dans Port-Gentil, dans la rénovation urbaine, mais aussi dans l'homme, pour l'accompagner en quête d'emploi. Ça va aussi bien interroger à nouveau la question du contenu local, des engagements des pétroliers, pour que les Gabonaises et les Gabonais soient priorisés au niveau de la sous-traitance pétrolière et au niveau de l'emploi. Nous
Nous avons décidé de mettre en place le revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois pour les Gabonais et puis les favorisés. Nous avons calculé cela, ça va coûter 288 milliards de francs CFA et ça se trouve aujourd'hui dans la loi de finances en allant chercher cet argent, notamment en supprimant certaines institutions, le Sénat, 21 milliards de francs CFA d'économie, le Conseil économique et social, 3 milliards de francs CFA d'économie, la médiature de la République, 200 millions d'économies, et le CND, 800 millions d'économies. À côté de cela, nous avons indiqué que nous prenons 10% des revenus pétrole, 10% des revenus du manganèse et 10% des ressources fiscales, ce qui nous amène à un montant de 288 milliards de francs CFA par an, et ça amène à sortir de la pauvreté immédiatement 160 000 personnes. Nous le ferons. Concernant Port-Gentil en particulier, je l'ai évoqué, nous devons investir massivement dans l'innovation urbaine, investir pour lutter contre le chômage et le chômage des jeunes, investir pour lutter contre la propagation de la drogue et des violences, en multipliant dans les quartiers les violences policières et en luttant sérieusement contre l'immigration clandestine et la drogue. Mesdames et messieurs, permettez que j'insiste sur deux aspects. Les choix stratégiques qui ont été opérés par le gouvernement en rachetant Assala et récemment Tullow. Ce sont des choix stratégiques qui ont été mal pensés, dans la mesure où il eût fallu investir davantage dans l'exploration et la recherche, ou alors dans la transformation plutôt que dans la production de champs marginaux. Aujourd'hui, financièrement, Assala ne se porte pas bien. Et les champs qui sont aujourd'hui exploités se montrent totalement vides parce qu'ils ont été largement utilisés. En rachetant Tullow, c'est exactement la même chose. Donc l'État fait de mauvais choix stratégiques. Et cela m'amène à confirmer à nouveau, et j'ai été chef du gouvernement, et je le dis très clairement, la Sogara n'a pas aujourd'hui les capacités suffisantes pour couvrir le marché national en produits pétroliers raffinés. La Sogara importe des produits pétroliers raffinés et ce n'est pas honteux de le reconnaître. Nous importons du Togo notamment et avant cela nous importions de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Et on me répond que le Togo n'est pas producteur de pétrole, mais bien entendu. Mais le Togo a mis en place une stratégie industrielle qui consiste à booster son port autonome, qui est quasiment une zone franche. Et le Togo n'est pas producteur de voitures non plus. Ils exportent des voitures vers le Gabon. Lorsqu'on me le dit, la Suisse ne produit pas le cacao, mais la Suisse est producteur mondial de chocolat. À chacun sa stratégie, le Gabon doit trouver la propre stratégie industrielle en matière de pétrole. C'est ce que nous disons. Ce que nous disons également, c'est que sur le sujet de la Cour des comptes, la Cour des comptes demande que les candidats déposent leur compte de campagne. C'est prévu par la loi. Mais à quoi sert la Cour des comptes? À contrôler l'argent public. Dans cette campagne, les élections n'ont pas été financées pour les candidats indépendants que nous sommes. Nous n'avons reçu aucun franc de l'État. Et il n'y a donc aucune raison pour que la Cour des comptes vienne regarder cet argent qui n'est pas l'argent public. Et donc, nous ne donnerons pas de compte de campagne dans ces conditions-là, tant qu'on n'a pas reçu l'argent public. Et si c'est l'argent privé que nous utilisons, c'est-à-dire l'argent du candidat, je ne vois pas en quoi cela concernerait la Cour des comptes. Mesdames et messieurs, les évêques du Gabon viennent de lancer un appel à la paix. Dans cette année décidée par les hautes autorités catholiques, année de l'espérance, cet appel à la paix nous interpelle tous. Mais peut-on parler de paix lorsque vous avez d'un côté un candidat qui use des moyens de l'État, depuis la pré-campagne jusqu'à la campagne, de l'autre côté des candidats qui se battent tout seuls, un candidat qui mobilise avec lui tous les forces de défense et de sécurité, et de l'autre côté des candidats qui s'organisent tout seuls. Nous pensons que cette paix, elle est indispensable pour notre pays, mais qu'il aurait été intéressant qu'en amont on vérifie les conditions d'organisation équitable du scrutin. Enfin, je termine sur un point. Depuis quelques jours, nous entendons quelques voix s'élever pour appeler qui au boycott, qui a voté blanc pendant le scrutin. Nous le disons simplement. Face à l'oppression, l'abstention ou le boycott, c'est un soutien à l'oppresseur. Il faut que les Gabonais se lèvent pour aller voter massivement contre la dictature qui tente de nous envahir. Voter massivement contre le maintien d'un système qu'on a prétendu venir changer, mais qu'on est en train de perpétuer avec les mêmes personnes, les mêmes noms, les mêmes pratiques. Voilà ce que je voulais dire en propos introductif à cette conférence de presse. Merci de m'avoir suivi.